Cette année, avec Stéphane David, que j'invite à me rejoindre, nous avons décidé de faire un duo. Mais je vous rassure, nous n'allons pas chanter. Il fait à peu près beau, je ne voudrais évidemment pas qu'il se mette à pleuvoir. Merci, nous allons pouvoir maintenant vous présenter nos travaux intellectuels. Madame la directrice des affaires civiles et du Sceau, Madame, Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, qui a dû nous quitter, hélas, puisqu'il a des obligations à Paris, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat, cher Bertrand, Monsieur le Président de la Chambre des notaires de l'Hérault, cher Laurent, Monsieur le Président de l'Union internationale du notariat, cher Lionel, Monsieur le Président du notariat francophone, cher Laurent, mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers amis, chères tribus notariales, mais surtout, chères tribus familiales. Soyez l'amour ainsi, soyez l'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille. Victor Hugo, par cette strophe adressée à Louise Michel, nous invite à voir l'importance de l'amour au sein de la famille, force qui relie les êtres entre eux. Chaque membre de la famille doit avoir une place, et par l'effet de cette force, la famille est réunie dans un cœur que représente l'affiche du 121e Congrès des notaires de France. Avec Stéphane David, nous allons vous expliquer pourquoi, pendant 2 années, 15 bénévoles et 9 membres de l'association ont œuvré pour faire battre ce cœur. Je ne les remercierai jamais assez pour leur implication. Un congrès, vous le savez, c'est un thème. Cette année, un thème plein d'humanité. Puis un rapport qui apporte un regard nouveau sur la famille. Et enfin, des propositions qui répondent aux intérêts des tribus d'aujourd'hui. Nous aborderons, si vous le voulez bien, ces 3 points avec Stéphane pour vous démontrer qu'il est important de laisser une place à la famille. Cette place qui permet de donner à chacun un développement personnel et fonder une société apaisée. Pour commencer, vous le savez, la famille des congrès est une grande famille. Il se crée des liens particuliers. Vous me permettrez d'avoir une pensée émue pour celle qui a fait évoluer et vivre notre congrès pendant 30 ans. Luce Boulanger, ancienne secrétaire générale de l'association. Luce Boulanger nous a quittés en avril dernier. Or, vous le savez, la mort contient 2 éléments. La première, c'est la disparition physique. La seconde, c'est lorsque plus personne ne pense à vous. Eh bien, Luce, sachez que la famille des congrès n'est pas près de vous oublier. La lettre à Lulu, perpétuée avec brio par mon vice-président Christophe Sardot, en témoigne. Ainsi, vous resterez encore et pour longtemps dans nos cœurs. Je vous ai dit, le thème de cette année est un thème humain. Il est une véritable cohérence entre nos thèmes de congrès. Même si, évidemment, ces thèmes n'apparaissent pas, a priori, très évidents dans l'appréhension. Mais si je reprends les thèmes des derniers rendez-vous, nous retrouvons une continuité de réflexion. Après nous être penchés sur la question du logement, sur notre responsabilité collective de faire mieux. Ce mieux faire, naturellement, s'inscrit dans un développement durable. Un enjeu déjà soulevé au Congrès de Marseille à travers la thématique de l'anticipation au service d'une société harmonieuse. Et tout cela pourquoi ? Pour accueillir des familles, des tribus d'aujourd'hui. Depuis 1999, notre congrès a réfléchi à demain la famille, aux familles sans frontières, aux défis de la vie à 2, à la transmission porteuse de sens, à une vie professionnelle et familiale équilibrée, mais aussi à la place du notaire dans ses mutations et à la nécessaire protection de nos proches.
En choisissant le thème sur la famille, en tant que président, vous avez compris que je m'inscris dans une cohérence, mais également dans la continuité de mes pairs. Mais je vais vous faire une confidence. Lorsque j'ai proposé ce thème de la famille, mon vice-président Christophe Sardeau m'a gentiment fait comprendre: je ne comprends rien à ton thème. Où veux-tu aller? Effectivement, Christophe, tu avais raison, merveilleux poil à gratter que tu es. Tu m'as rappelé qu'un thème, c'est une chose, mais qu'il faut une problématique. Il faut un éclairage. Ainsi, en un quart de siècle d'évolution de la famille, nous avons constaté que si la fonction de notaire et la notion est unique, les modes d'organisation, de fonctionnement et les liens sont divers. Et c'est bien cette diversité qu'il faut appréhender, et le terme de tribu familiale trouve ainsi toute sa pertinence. Le thème des tribus familiales, si cher à mon président, renvoie à un jeu, puisqu'il est question de famille, auquel vous avez certainement joué pour la plupart d'entre vous dans votre plus tendre enfance. Je fais ici référence bien évidemment au jeu des 7 familles. Et force est de constater que ce jeu se rapproche de manière troublante de la réalité. Que constate-t-on si l'on essaye en effet, ce qui est hasardeux, j'en ai conscience, de faire la typologie des tribus aujourd'hui? On constate que la plupart des tribus, hier comme aujourd'hui, sont fondées sur le couple. Le couple originel, fondé, on peut l'espérer, sur l'amour, peut présenter plusieurs visages. L'amour peut être sacralisé, c'est le couple marié. L'amour peut être contractualisé, il s'agit du couple pacsé. Enfin, il peut s'agir d'un amour de fait. C'est l'amour vécu qui renvoie au couple de concubins. L'amour peut être originel, mais il peut être également un amour renouvelé. Je fais ici référence bien évidemment aux couples qui se reforment autour d'un remariage ou non. La famille prend ensuite toute sa dimension, avec l'arrivée de l'enfant au point où certains estiment que c'est l'enfant qui donne tout son sens à la famille plutôt que le couple. Là encore, plusieurs situations peuvent se présenter. L'enfant peut naître et vivre sous le même toit que ses parents. C'est l'amour partagé, au sein de ce que l'on nomme communément la famille nucléaire, dont les formes, on le sait, sont diverses. Les parents peuvent être mariés, pacsés ou concubins. S'agissant des enfants, il peut s'agir d'une filiation par le sang, d'une filiation adoptive ou d'une filiation issue d'une PMA. Le point commun de toutes ces familles réside dans la notion de projet parental. Alors certes, l'enfant naît généralement d'un couple, mais il peut vivre ensuite avec l'un de ses parents seulement. C'est ici faire référence à la famille monoparentale. La famille monoparentale peut naître d'une rupture, c'est l'amour déchu ou l'amour déçu. Elle peut naître également à la suite d'un décès, c'est l'amour qui survit, au travers d'une position d'état post-mortem, voire d'une procréation post-mortem dont on sait qu'elle est permise dans certains pays. Et puis, l'enfant peut vivre tout à la fois avec ses parents et ses beaux-parents. C'est l'amour mélangé, qui renvoie à la famille recomposée, laquelle constitue peut-être le visage le plus marquant, le plus symbolique des tribus d'aujourd'hui. Enfin, le droit de la filiation nous enseigne qu'un enfant peut désormais naître de la volonté d'une femme seule, laissant place à une famille sans couple. C'est l'amour absent, qui repose sur un projet parental individuel. Vous ferez le compte avec moi, les tribus d'aujourd'hui peuvent être présentées sous l'angle, sous la forme de cette famille. Alors, cette diversité est-elle appréhendée par le droit? Doit-il évoluer pour répondre à toutes ces familles? Cependant, il ne faut pas s'arrêter à cette diversité et découvrir qu'il existe un point commun entre toutes ces tribus, entre toutes ces familles. Il s'agit de l'amour. Stéphane, tu viens de nous le rappeler. Mais pourquoi s'intéresser et s'intéresser aux familles, aux tribus d'aujourd'hui? Il existe une étroite convergence entre l'idée d'une société harmonieuse et celle d'une famille aimante, ce qui justifie l'approfondissement de notre réflexion sur l'évolution des structures familiales. La famille constitue le premier lieu d'apprentissage du vivre ensemble. Aristote, dans La Politique, y voit la cellule familiale de l'organisation
et de la première organisation fondamentale de la société. Certes, le lien qui unit les membres d'une famille n'est pas de même nature que celui, évidemment, qui relie le citoyen à l'État. Il n'en demeure pas moins que c'est le même individu qui, au transfert de ces deux sphères, doit confronter son individualité avec celle d'un groupe. Or, la première organisation à laquelle il est confronté, eh bien, reste et demeurera la cellule familiale. Laissons, si vous voulez bien, aux philosophes la question de savoir si l'homme naît socialement dépendant ou non, pour reconnaître que la famille est une cellule sociale essentielle au développement de chaque individu. Emmanuel Kant nous rappelle que pour sortir de la minorité, sapere aude, ose penser, aie le courage de te servir de ton propre entendement, nous dit-il. Quelle belle tâche pour des parents d'apprendre à développer son entendement à son enfant. Fort de ce constat, de l'importance de la famille dans le développement de chacun, il est nécessaire d'aller plus loin dans le raisonnement et d'y inclure l'influence du droit dans l'évolution des modes d'organisation de la vie, de famille et des liens qui unissent les membres. Tout juriste avisé s'est un jour posé la question de savoir si c'est le droit qui influence la société ou la société qui fait évoluer le droit. Vous me permettrez de penser qu'il existe une interaction entre les deux. Le juriste doit donc être à l'écoute des transformations que connaît la famille. Le regard des sociologues nous éclaire sur cette évolution et Madame Irène Théry, que j'accueillerai dans quelques minutes, par son expertise et son intelligence, nous y aidera tout à l'heure. N'oublions pas qu'en tant que notaire, nous sommes tous et tous les jours appelés à recevoir nos clients, ces couples qui se font, se défont, se reforment et qui accueillent des enfants et qui, hélas, sont confrontés, bien entendu, à la disparition d'entre eux. Et c'est à ce titre que nous sommes nous-mêmes des témoins privilégiés et attentifs des mutations de notre société. Pour comprendre comment le droit de la famille évolue, il est nécessaire d'avoir une approche temporelle. Le Code de 1804 s'est construit, on le sait, autour de la famille dite bourgeoise. Les lois Carbonnier des années 70 ont eu pour principe directeur l'égalité entre chacun des membres du couple, mais également entre les enfants. Mais ne restons pas figés sur le passé, le c'était mieux avant. Et puis, ne nous figeons pas non plus dans le présent, car il risque de nous empêcher d'évoluer. Non, regardons devant nous, regardons le futur. Il nous appartient de le dessiner. Votre présence extrêmement nombreuse ce matin nous le démontre. Elle démontre que le Congrès des notaires de France est une institution merveilleuse, congrès scientifique s'il en est, qui s'inscrit dans cette temporalité et qui s'articule autour de deux axes fondamentaux, la lex lata et la lex ferenda. La lex lata, c'est le droit tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez pu le lire dans notre rapport, et puis pour ceux qui ont participé aux formations, l'entendre hier. Et la lex ferenda, le droit de demain, celui que nous sommes en train de façonner au travers des propositions que nous discuterons cet après-midi et demain. Ces propositions nous feront réfléchir et nourriront et se nourriront des débats et de vos échanges. Alors, qu'en est-il du droit en 2025 ? Sincèrement, notre réflexion commune a été guidée par des principes fondamentaux de notre République. La liberté de chacun, l'égalité de tous, la fraternité familiale. Fort de cela, il nous est apparu que c'est bien la loi qui fixe les grands principes et les limites, l'ordre public, aux règles qui s'appliquent à la famille. Mais pour répondre aux attentes et aux besoins des tribus familiales, c'est bien par l'autonomie de la volonté qu'il faut passer. C'est bien en laissant à chacun, à chaque famille, à chaque tribu, la possibilité d'adapter le droit à sa situation que se trouve un équilibre. Comment imaginer que ma propre volonté puisse me nuire ? Et c'est bien le rôle du notaire, magistrat de l'amiable, impartial,
d'accompagner ces choix. Aux côtés de chaque famille, il répond aux besoins par son écoute et sa créativité s'exprime pleinement. Le thème ainsi présenté, il me semble important d'aborder le rapport et les partis pris qu'il contient. Depuis que j'ai embrassé la profession de notaire, il y a plus de 30 ans, je suis assez vieux maintenant, lorsqu'un rapport arrivait à l'étude, je regardais deux choses. L'affiche, d'une part, car elle contient beaucoup d'indications et de sous-entendus. Et puis, je parcourais la répartition des commissions. Et alors, le thème abordé prenait tout son sens et prend tout son sens et toute sa profondeur. Passer de l'autre côté du miroir, comment devais-je présenter le thème? Comment répartir les trois commissions pour évoquer les différents modes de conjugalité, les modes de filiation, les recompositions familiales, les désunions et les successions parfois délicates? Comment rendre lisibles ces vies si variées? Permets-moi, mon cher Jean, avant de répondre à tes interrogations, de dire et de mettre en exergue le fait que ce rapport constitue l'achèvement et la consécration d'une œuvre intellectuelle réalisée par une équipe constituée, par définition, de notaires dont la très grande majorité d'entre eux ne sont pas universitaires et n'ont donc aucune formation spécifique à l'écriture, ce qui constitue, croyez-moi, une sacrée gageure. Leur travail était réalisé sous l'égide de notre président, lequel a jeté, il ne vous aura pas échappé, aux yeux de ses yeux rieurs et espiègles, un regard bienveillant, attentif, presque paternaliste à ses ouailles, et qui a su construire autour de lui une véritable tribu, avec ses hauts et ses bas, ses doutes et ses tensions, mais aussi, surtout, un sens aiguisé de l'amitié, du collectif et de la solidarité, les uns n'hésitant pas à prêter main forte aux autres. J'ai ici une pensée toute particulière pour Christophe Sardo, notre vice-président, qui a su mettre ses qualités rédactionnelles bien au-dessus de la moyenne au service de l'équipe, au prix de très nombreuses heures de lecture, de relecture, puis de re-relecture. Je propose donc à Christophe de se lever et à vous tous de l'applaudir. Cette tribu, dont l'investissement et la motivation ont été considérables, en dépit de contraintes personnelles et ou professionnelles des uns et des autres, particulièrement chronophages, pour ne pas dire anxiogènes, lorsqu'il s'agit de s'atteler en parallèle à l'écriture d'un ouvrage d'une telle ampleur. C'est donc peu dire que l'équipe a toutes les raisons d'être fière du travail accompli durant ces 2 années de labeur, ponctuées de réflexion, d'audition, d'échanges, de maturation, pour aboutir à la rédaction d'un rapport de près de 1000 pages. Je tenais donc ici tout naturellement, et avant tout développement sur le fond, à le souligner pour leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Bravo à toute notre team, bravo à vous. Or précisément, s'agissant du fond et notamment de nos choix d'orientation, pour revenir à tes interrogations, il était temps. Sachez que sur une matière aussi riche, il n'a pas été question de reprendre des thèmes déjà développés par nos prédécesseurs, et permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière pour le 116e congrès et à mon cher président Jean-Pierre Prohaska. Il n'était donc pas question de reprendre les thèmes déjà développés, de sorte que les contours de notre étude se trouvaient largement tracés. Nous avons ainsi concentré nos propos sur des thèmes actuels, qui soulèvent des difficultés en pratique et suscitent l'interrogation et parfois même l'incompréhension de nos concitoyens, en somme, qui font le quotidien de notre profession. C'est dire autrement que face à l'abondance de la matière, et même si nous avons souhaité saisir la famille dans tous ses états, le rapport n'a pas eu la prétention d'être exhaustif. Sur le fond proprement dit, en l'absence de définition juridique, la notion de famille se révèle, on le sait, difficile à appréhender et délicate à manier, en ce qu'elle renvoie, qu'on le veuille ou non, à des convictions personnelles, mais aussi à des convictions morales, religieuses et philosophiques. Il faut tenir compte du visage multiculturel de notre société moderne, sans renier les principes qui sont le fruit de notre histoire et de notre culture, et qui nous paraissent fondamentaux.
Comme l'a souligné Jean il y a quelques instants, on peut tout à la fois se réjouir de l'ouverture du mariage pour tous, de la pluralité des modes de conjugalité, de la libéralisation du divorce, des dernières volontés ou de la parenté, et vouloir réaffirmer des notions d'ordre public, comme celle du régime primaire et de la réserve héréditaire, de la protection du logement familial ou encore de la préservation de l'état de l'enfant. Pour tout dire, il nous semble que la vision purement hédoniste de la famille doit être canalisée par les contraintes qu'exige l'organisation plus globale de la société, de sorte que certaines règles doivent demeurer hors de portée de la volonté. En somme, ici comme ailleurs, tout est question d'équilibre entre la promotion heureuse des libertés individuelles et le nécessaire respect d'un ordre public familial. Si la sphère publique est en net recul, le mouvement est irréversible et à bien des égards opportun, elle ne doit pas disparaître pour autant. Enfin, et pour en terminer sur le rapport, vous avez pu constater, pour tous ceux, très nombreux je n'en doute pas, qui se sont plongés dans sa lecture, que dans sa structure, ce rapport suit le fil chronologique de la famille, de la naissance au décès. L'impulsion a été donnée par notre première commission, qui s'est intéressée à la naissance de la famille. Après avoir jeté les bases et fixé les contours des travaux de l'équipe, au travers d'une réflexion sur les tribus d'aujourd'hui et la créativité notariale, cette commission s'est intéressée successivement, suivant en cela un plan classique, au couple puis à l'enfant. Cette partie du rapport contient notamment, mais pas seulement, de longs et passionnants développements relatifs à la filiation, dont je ne saurais trop vous conseiller la lecture, tant les écrits consacrés à la filiation sous l'angle notarial sont rares, très rares. La commission 2 s'est intéressée pour sa part à la vie de la famille. Cette expression n'est pas très juridique, mais a été choisie à dessein pour témoigner de l'accompagnement dans le temps du notaire au service des familles, au travers 3 situations rencontrées en pratique: la famille organisée, la famille aidante et la famille brisée. Au fil des pages, vous avez ainsi pu notamment découvrir les réflexions menées par l'équipe sur l'entraide familiale. Cette notion de prime abord un peu désuète, mais qui tend pourtant à prendre une ampleur grandissante aujourd'hui, avec le vieillissement de la population et, si ce n'est la démission, tout au moins, le recul assez net de l'État-providence. Enfin, la commission 3 s'est intéressée au décès de la famille, et donc à la vocation successorale et à la transmission des biens. Elle s'est également attachée, sous un angle original, à traiter de l'incidence du décès en présence d'une structure sociétaire et donc de la confrontation, toujours délicate, du droit civil et du droit des sociétés. Ainsi, grâce à ce rapport et fort des orientations qu'il contient, nous disposons d'un nouveau regard sur les tribus d'aujourd'hui. Les propositions se doivent alors de répondre à une question simple: le droit de la famille répond-il toujours correctement aux besoins des tribus familiales? Il s'agit bien ici de permettre que le droit suive les évolutions sociétales. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, ce que nous disait le doyen Carbonnier, que l'art législatif en matière de droit de la famille, c'est, je cite, le moins de lois possible. C'est pour vivre sans famille qu'il faut beaucoup de lois. Et je vous propose d'écouter cette voix si singulière. Ce que je demanderais de la part des pouvoirs publics, c'est lorsque une question se présente, pour laquelle, bien sûr, on pourrait légiférer, qu'ils réfléchissent avant de légiférer, en se demandant s'il n'y aurait pas de solution qui se passerait de droit. Jean Carbonnier, 1989. Mais je pense que si les pouvoirs publics, les législations successives, avaient, au lieu d'affaiblir les pouvoirs d'éducation des familles, les pouvoirs d'éducateurs des familles, avaient au contraire essayé de ne pas les affaiblir, sinon de les renforcer, je pense qu'une partie du problème serait du même coup éliminée. Pourquoi, en quelque manière, ne pas décentraliser l'autorité? La famille était un relais de l'autorité. Si, par des dispositions de différents types, on affaiblit l'autorité des plus âgés dans la famille, je pense que du même coup, on se crée des difficultés ailleurs.
notre maître à tous. Il est bien délicat, vous en conviendrez, de reprendre la parole devant une telle sagesse. Nous allons certes vous proposer de supprimer des textes. Nous allons également proposer de les adapter et de créer de nouveaux textes, mais toujours pour apaiser cette société, évitant, et je reprends là encore les termes du doyen Corbonnier, les difficultés ailleurs. Je vais vous faire une confidence. On m'a laissé entendre qu'il était de bon ton de toujours citer son président, pas toi Jean, notre président, dans un discours d'introduction générale. Je vais donc te citer, cher Bertrand. Et blague à part, pour ceux qui se seraient laissés entraîner et embarquer par mes bons mots, je vais te citer avec grand plaisir, car je sais ton attachement profond au Congrès. Et tes mots très justes résument parfaitement l'objectif d'une équipe de Congrès. Je cite notre président. Chaque année depuis 134 ans, les notaires qui composent les équipes de Congrès analysent, commentent et décryptent le droit en vigueur, mais aussi, et peut-être même surtout, posent une réflexion globale sur ce droit tel qu'il devrait être appliqué et proposent des aménagements du droit positif quand il est incertain et des réformes lorsqu'il fait défaut. Notre équipe s'est naturellement inscrite dans cette continuité au travers des 15 propositions qui vont vous être présentées cet après-midi et demain. 15 propositions qui s'appuient sur une méthode ancestrale qui était déjà celle de nos confrères lors des premiers congrès. Une méthode... Tu n'étais pas là, Jean, je te rassure. C'est mieux que ça, là. Une méthode qui a su faire ses preuves puisque ce sont près de 200 contributions qui ont débouché sur des textes législatifs ou réglementaires. Cette méthode, qui me paraît d'une simplicité quasi enfantine, en tout cas d'une cohérence absolue et d'une efficacité redoutable, consiste, à partir des difficultés pratiques que nous rencontrons chaque jour dans nos études, à proposer des solutions concrètes et innovantes qui ont vocation à répondre aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. À l'heure où les formes familiales évoluent, notre équipe s'est mobilisée pour accompagner ces changements et imaginer de nouveaux outils juridiques adaptés aux besoins des tribus d'aujourd'hui, avec pour idée dominante la créativité notariale. Guidée par cette ambition, l'équipe a construit ses propositions autour de 2 axes mis en lumière par notre président. Le premier a consisté à envisager des aménagements du droit positif lorsque les règles en vigueur sont insuffisantes ou inefficaces. Le second consiste à soumettre à votre approbation, de manière plus ambitieuse encore, des réformes quand ces règles sont inadaptées ou plus encore lorsqu'elles font défaut. Les aménagements. Les aménagements souhaités visent notamment à élargir l'offre patrimoniale proposée aux couples. Parce que la participation aux acquêts entre époux et le régime optionnel de l'indivision d'acquêts pour les partenaires connaissent un succès mitigé pour l'un et pour le moins discret pour l'autre, il a été formulé des propositions visant à gommer certaines lacunes constatées pour les rendre plus attractifs. L'équipe a également fait le choix, qui pourrait être discuté, de conserver le régime de la communauté réduite aux acquêts comme régime légal des Français, tout en tentant de lui rendre une forme d'attractivité, en permettant aux époux de s'accorder conventionnellement sur une communauté restreinte, d'où seraient par exemple exclus les biens professionnels dont on sait que leur répartition par moitié, au moment de la rupture, crée de sérieuses crispations. La lacune des textes se constate parfois également à l'aune de leur inefficacité. Que l'on songe au blocage résultant de la carence d'un indivisaire dans le cadre des opérations de partage judiciaire ou au contentieux liquidatif récurrent dans le régime de la séparation de biens avec la question lancinante de la contribution aux charges du mariage. Le 121e s'est attaché à proposer des solutions destinées, si ce n'est à tarir, tout au moins à atténuer les litiges et crispations sur ces questions. L'équipe a également pu constater et déplorer l'inadéquation de certaines règles, au point d'en souhaiter la suppression. Ce qui est particulièrement courageux ou inconscient dans un congrès consacré à la créativité.
Mais notre équipe n'en manque pas. Je veux parler du courage, pas de l'inconscience, quoique. La réserve héréditaire du conjoint survivant en a fait les frais, et pour cause. N'est-il pas inapproprié de vouloir imposer une protection d'ordre public au bénéfice d'un héritier qui est lié avec le défunt par des liens de sang, par des liens de volonté, par des liens d'amour, dira-t-on, d'affection, alors que généralement les héritiers sont liés par un lien de sang. Se sont également retrouvés dans le viseur de nos fines gâchettes les droits de retour légaux, dont les textes, on le sait, sont mal fagotés et génèrent parfois des solutions inextricables. Et la faculté d'opposition offerte aux enfants et aux créanciers dans le cadre d'un changement de régime matrimonial des époux, dans la mesure où ces tiers sont déjà protégés, les uns par l'action en retranchement et les autres par l'action polyème. Enfin, certaines propositions visent à combler un vide législatif et à apporter ainsi des réponses adaptées aux réalités et aux besoins des tribus d'aujourd'hui. Les réformes proposées concernent ici l'impossibilité pour les parents de désigner un tuteur in futurum pour le cas où ils seraient hors d'état de manifester leur volonté. Elles concernent également le droit des sociétés. En l'absence d'un régime général gouvernant les rapports entre usufruitiers et nus propriétaires sur des droits sociaux, ce qui est source d'un contentieux abondant, tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal, l'équipe propose de fixer leurs prérogatives respectives, ce qui n'est pas une mince affaire. Il s'agit également, presque de manière chirurgicale, de consacrer la technique de la dévolution de gérance pour permettre d'anticiper le remplacement du dirigeant décédé, ou de consacrer dans les sociétés civiles la possibilité pour les héritiers, en attente d'agrément, de pouvoir percevoir des dividendes sans être soumis au bon vouloir des associés en place. Nous nous sommes également intéressés à la modernisation de l'hypothèque légale du prêteur de deniers, afin de lui conférer la capacité de financer indifféremment les opérations de vente et de partage, dans l'optique de favoriser le financement des opérations immobilières familiales. Et pour favoriser les transmissions anticipées, il va être proposé de créer un pacte de famille qui permettrait notamment de consentir des donations avec un gel des valeurs. Mais surtout, l'équipe du 121e n'a pas hésité à se positionner sur une question à la fois sensible et très attendue concernant la situation du beau-parent, avec à la clé une proposition ambitieuse qui suscitera sans nul doute de nombreuses discussions cet après-midi. Chers amis, vous voyez, les propositions qui vont être soumises à votre sens critique vous obligeront peut-être à redoubler de créativité. Mais je ne doute pas que les débats s'enrichiront de vos débats, de vos réflexions. Et surtout, profitez de ce congrès pour être heureux. En ces temps difficiles, il faut être heureux. Heureux, par définition, de réfléchir ensemble. Heureux de partager de beaux moments. Et je vais former un vœu, le vœu que lundi, quand vous retrouverez votre étude enrichie de vos réflexions, vous pourrez continuer à accompagner vos clients, leur tribu, en leur rappelant que l'amour familial est une chose qui peut être éphémère, mais qui laisse des traces indélébiles. Je vous souhaite un beau et fructueux congrès. Merci.